les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Je m'appelle Amélie Labourdette. J'ai fait les Beaux-Arts dans les années 90. J'ai eu mon diplôme en 2000. Et à l'époque, je faisais plutôt des films. Je faisais plutôt de la vidéo. Et j'ai commencé vraiment la photographie, à développer un travail photographique à partir de 2014, où là, j'ai pratiquement arrêté de faire des films pour vraiment me concentrer sur ce travail photographique, donc sur les constructions inachevées en Espagne, puis en Italie avec Empire of Dust, puis dans le bassin minier d'extraction de phosphate en Tunisie avec Traces d'occupation humaine, et enfin avec Cosmos, Pluralité des mondes comme bibliothèque à Boulevard-Bourguienne aux États-Unis, dans le sud-ouest américain. Depuis, j'ai aussi réalisé une autre série, un autre travail sur les forêts, et encore notamment aux États-Unis, dans l'État de New York et en France. Mais en réalité, j'ai commencé à faire de la photographie quand j'étais adolescente, vers 14-15 ans. Et parce que j'ai un oncle qui est photographe et qui m'a offert mon premier appareil photographique. Et à partir de là, j'ai commencé à partir en photographie, on va dire ça comme ça, dans la nature, à la campagne, et tous les matins, je me souviens, le plus régulièrement possible, surtout les week-ends, parce que j'étais interne à l'époque, j'essayais de me lever très très tôt pour essayer de capter les lumières du matin. Et ça, c'est mes premiers souvenirs photographiques, de me lever très tôt pour aller capter les lumières de l'aurore. En fait, j'étais en train de travailler, d'imaginer un projet que je voulais faire dans le sud-ouest américain. Et j'étais plutôt sur une réflexion autour de la question de la fin des temps, et notamment à ce qu'on appelle le sublime technologique lié à la bombe nucléaire et aux déchets nucléaires qu'on peut trouver dans le désert américain. Et c'est en faisant ces recherches que petit à petit, je me suis intéressée notamment aux natifs de cette région des Four Corners, dans les régions du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, de l'Utah et du Colorado, à cette jonction-là. Et j'ai commencé à me passionner pour les cosmovisions Pueblo, Navajo, Apache. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient une connaissance très poussée de tout ce qui était de l'ordre de l'astronomie, et ceci depuis au moins 1000 ans, et qu'on pouvait retrouver ça au sein des vestiges archéologiques de cette région, et de villes, de villages, de lieux comme ça, liés à ces ancêtres pueblos qu'on appelle notamment les Anasazi. Et je me suis rendu compte également qu'il y avait une présence très forte
de nombreux observatoires du cosmos, là pour le coup contemporains, au sein de ces territoires, notamment parce que on est dans une zone sur Terre où il y a très peu de pollution lumineuse. Et donc j'ai le désir très fort de mettre en résonance, disons, ces différentes approches ou cosmovisions, rapport au monde, représentation du monde, à la fois pré-moderne et des natifs et modernes, américano-européens, et qui sont deux cosmovisions, on peut dire presque opposées, dénotées d'une approche du monde, d'un mode d'existence et d'une manière d'être au monde foncièrement différente. Donc Cosmos, le titre de la série, et ce qui va créer le lien, disons le fil rouge de toute cette série, c'est Cosmos. Donc Cosmos avec un K, qui est au sens, qui est un nom, le mot grec, et qui veut dire, au niveau étymologique, l'ordre du monde. C'est la manière dont le monde est organisé. Donc on est au-delà du cosmos au sens plus basique du terme, avec un C, ou le sens de cosmos avec un C serait plutôt, disons, tout ce qui est extraterrestre, enfin au niveau l'univers en fait, les systèmes solaires, les galaxies, l'ensemble des galaxies, etc., etc. L'ensemble de l'univers connu, on va dire, et les étoiles. Souvent on parle du cosmos quand on lève les yeux vers le ciel la nuit et qu'on regarde la voûte étoilée. En fait, dans tous les projets que je réalise, je procède par à la fois enquête et exploration. Enquête au sein d'une multiplicité de données, de documents. C'est-à-dire que je vais lire énormément de papiers, de littérature scientifique. Je vais, mais pas que. Par exemple, pour Cosmos, j'ai lu énormément de papiers archéologiques, anthropologiques, mais également, je suis allée à la recherche des récits, notamment des différentes cosmogonies pueblo. Étant donné que les pueblos ont une culture orale, leurs cosmogonies n'ont pas qu'un seul récit. Il y a vraiment une multiplicité de récits. Donc je suis allée vraiment lire une retranscription de ces récits. Je suis allée à la recherche de la retranscription de ces récits. Et en parallèle, en résonance avec ces récits, je suis allée voir quel pouvait être notre rapport au monde de manière plus, disons, naturaliste, scientifique, et dans une vision, voilà, plus occidentale, on va dire, du monde. Donc j'ai fait des recherches dans les deux domaines, et donc là c'est vraiment sur le fond du projet. Et sinon je fais aussi de nombreuses recherches
avant de partir en photographie, avant d'aller séjourner sur ces territoires que je photographie, où je vais aller donc à la recherche de lieux que je pourrais aller photographier. Donc je fais des travail j'enquête au niveau d'articles, je vais rechercher sur Google Maps, voilà, je crée des cartes en fait, et à partir de là, je me crée une sorte de parcours où je vais aller de point en point, une sorte de carte qui maillage d'un territoire, mais dans la réalité, je me confronte après à la réalité et tout bouge. C'est-à-dire tout ce que j'ai planifié au départ, je vais garder certaines choses, mais les rencontres faisant, les discussions avec des personnes sur place, la vie, quoi, et la rencontre vraiment avec un territoire va au final tout faire bouger. En fait, quand je pars en photographie, donc, j'ai déjà en tête des lieux que je vais aller photographier. Donc je me rends sur les lieux, et quand je suis sur ces lieux, je me déplace, et en fait, non pas que j'essaye de sentir les lieux, mais quand je pars en photographie, je me retrouve dans des situations où je suis, pour moi, dans l'instant présent. C'est comme un déclic qui se passe, et je me retrouve je suis dans une concentration extrême, et donc absolument présente au lieu où je suis. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça va être un peu bizarre de raconter ça comme ça, mais c'est comme si je sentais vibrer les lieux en moi, ici, au niveau du ventre. Et c'est là où je sens si je dois photographier ou pas, ma juste place en tant que photographe. Voilà. Donc, ça pour moi c'est important, ce qui va en découler un peu tout le reste. Et notamment au niveau de la post-production. Ça crée comme des visions intérieures. Et ces visions, en fait, c'est le paysage que j'ai devant moi, mais avec cette densité-là que je sens vibrer dans mon ventre, et à la fois la vision labile, fragile, et c'est ce que je vais essayer de retranscrire, en fait, dans mes photographies. Alors, de manière plus basique, techniquement, je vais travailler, en tout cas sur Cosmos, j'ai travaillé en numérique avec un appareil Sony. Je travaille toujours sur trépied, notamment parce qu'à ce moment-là, sur Cosmos, j'ai beaucoup travaillé en stitching. C'est-à-dire que je fais plusieurs photographies que je vais ensuite stitcher, coller, coudre numériquement pour recomposer des plus grands formats et pour avoir des fichiers, on va dire, très lourds, et donc pouvoir faire des grands formats avec une extrême définition. J'ai toujours photographié sur trépied. Ça me donne une grande liberté au niveau de la lumière et des temps de pause et de l'ouverture de mon diaphragme. Donc je suis absolument libre. Je peux faire des très longs temps de pause. Et ça m'arrive assez régulièrement de faire des très longs temps de pause parce que j'ai tendance à photographier au crépuscule ou à l'aurore. Ensuite, quand je reviens de mon séjour photographique, je vais retravailler mes images, plutôt en numérique au départ, et je vais essayer de retraduire ces visions
Et ces sensations que j'ai eues quand j'étais dans les lieux, sur les lieux. Donc je vais replonger à l'intérieur de moi et essayer de retraduire ça à travers cette post-production qui va se finaliser vraiment au moment du tirage et du travail que je vais réaliser avec le tireur. Et là, en l'occurrence, c'est un travail en piétographie sur papier kozo, donc c'est un papier japonais très fin avec des fibres un peu irisées. Et la piétographie, c'est un procédé d'impression avec des encres. C'est particulier parce que il y a 10 nuances d'encre de gris différentes qui permettent justement des impressions avec des grandes nuances de gris. Et ça va permettre aussi, contrairement à un tirage normal, noir et blanc, ou en tout cas une impression plutôt, il va y avoir, le papier va être ancré de la même manière partout. Et donc, on va avoir presque des aplats argentés. Enfin, il y a une vibration comme ça de gris et une densité des encres beaucoup plus forte que dans une impression normale. D'où cette impression pratiquement de dessin, de graphite, d'irisation dans les tirages quand on regarde bien. Et le fait qu'on puisse avoir presque une impression à la fois on est entre la photographie, le dessin, la gravure. On se détache un peu du réel et on est plus, pour moi, parce que ma recherche étant de photographier peut-être quelque chose qui serait de l'ordre de l'invisible ou du supravisible. C'est plutôt plus juste. Peut-être que je cherche à photographier le supravisible, à capter le supravisible et de capter les inframondes. Et voilà, d'arriver à capter ça et de retranscrire ça. Ces vibrations-là, c'est ce que j'essaie de traduire. L'image que j'aimerais décrire, qui est une image de l'exposition, donc à la galerie Talcoat, est une des tout petits formats qui est présentée dans l'exposition, mais qui est très importante, peut-être une des plus importantes, et donc, je vais vous la décrire, peut-être c'est de la retrouver dans l'exposition. Elle représente un champ de roches basaltiques. Le basalte, c'est une roche volcanique. Donc on a des gros blocs comme ça de basalte. Et sur l'une de ces roches, sur l'un de ces blocs, on retrouve gravé une spirale. Ça s'appelle un pétroglyphe. Et en fait, on est dans un lieu qui s'appelle National Petroglyph Monument, qui se situe dans le nord du Nouveau-Mexique. Et c'est une zone où il y a entre 20 et 25 000 pétroglyphes gravés, comme ça, sur différents blocs basaltiques. C'est un lieu spirituel et rituel, parce que peut-être au moins une fois par an,
différents peuples pueblos de la région se retrouvent dans cet espace-là pour différents rituels. Notamment, il est dit que ces pétroglyphes permettraient aux âmes défuntes de trouver le chemin vers l'au-delà, ou en tout cas le monde des morts. Et cette spirale, elle représente à la fois le temps cyclique, car les pueblos ont une représentation non pas linéaire comme chez les occidentaux, c'est-à-dire qu'il y a le passé d'un côté, le présent et le futur, et c'est des moments différents. Une fois que le passé est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Alors que chez les pueblos, le temps est circulaire. Les temps présents, passés et futurs peuvent exister dans le même temps, au même moment. Notamment parce que il y a une pensée du temps concret, mais il y a aussi une pensée du temps mythologique. Donc on est dans un rapport au temps complètement différent. Et c'est ce que j'essaye notamment de traduire au sein de l'exposition. Et ces spirales représentent aussi la migration, et la migration des peuples pueblos. Alors, la cosmogonie pueblo et Hopi, notamment Hopi, est extrêmement complexe, mais il y aurait eu 3 mondes qui auraient été notamment détruits avant le monde actuel, qui est le 4e monde. Et entre la destruction de chacun de ces mondes, les peuples pueblos auraient pu survivre en se réfugiant dans le centre de la Terre, accueillis par le peuple des fourmis. Là, quand ils remontent, quand ils émergent dans le 4e monde, notre monde actuel, ils émergent par un lieu qui s'appelle le Sipapu, qui est une sorte d'ouverture comme ça entre les mondes souterrains et le monde du milieu. Et à partir de là, ils ont migré sur la surface de la Terre afin de trouver le lieu le plus juste, justement, où habiter. Un lieu qui serait entre donc les mondes souterrains et les mondes célestes, et qui pourrait faire le lien dans un axe médian entre tous les mondes. Un biosphère 2, c'est une immense architecture en verre qu'on trouve dans le désert en Arizona, près de Tucson. Et quand on découvre ça, on se demande qu'est-ce que c'est. Face à une architecture extraordinaire. Et en fait, ça a été créé, ça a été construit dans les années 80, fin des années 80, pour un projet complètement fou qui était de recréer les conditions de notre biosphère. Parce que biosphère 1, c'est la Terre. Donc, le but était, à l'intérieur de cette structure, mais avec une atmosphère propre, quelque chose qui complètement coupé de notre biosphère et qui aurait fonctionné en interne, sans
sans l'apport de l'atmosphère terrestre. Le but étant de faire des recherches afin de coloniser Mars notamment et d'autres planètes. Donc on est vraiment à l'époque dans un but de colonisation extraterrestre, des terriens à l'extérieur de la Terre. Donc on est dans des projets un peu fous, utopiques, on pourrait même peut-être dire dystopiques, tout dépend où on se place. À l'intérieur, ils ont reconstitué différents milieux. Donc on peut retrouver une forêt amazonienne, on va retrouver un océan, ou des forêts avec un climat plus modéré. On va retrouver un climat désertique. Donc on va, selon les différentes salles, différents espaces de Biosphère 2, on va avoir différents climats. Et dans les sous-sols, on va retrouver une sorte de machine qui crée la pression atmosphérique. Pendant plusieurs mois, début des années 90, il y a une équipe de scientifiques qui sont enfermés pendant plusieurs mois pour étudier et pour savoir s'ils pouvaient survivre au sein de cette biosphère 2. Et il s'est avéré qu'ils sont tous tombés malades, très malades. Et je crois que cette expérience a duré entre 6 et 7 mois. Mais il y a eu des problèmes d'atmosphère et au final, ils ont dû arrêter l'expérience. Et à partir de là, Biosphère 2 a été donc abandonné. Puis, dans les années 2000, ça a été repris par une université pour faire des recherches sur le climat. Donc ils ont complètement changé l'optique de la recherche et au final, ils s'en cherchent pour faire différentes recherches sur l'eau, le climat. Je préfère la deuxième version de Biosphère que la première, personnellement. Pour parler de ma relation à la Terre, j'aimerais dire une citation de Devi Kopenawa, qui est un chaman Yanomami, et qu'on retrouve dans le livre La chute du ciel. Et du coup, il dit que nous devrions rêver la Terre, car elle a un cœur et elle respire. Et je pense que ça résume de manière très très concentrée mon rapport à la Terre et à toutes les entités non humaines, à toutes les entités naturelles non humaines qui constituent notamment notre biosphère, qu'elle soit animale, végétale, minérale. Ça peut être aussi l'eau, les rivières, les montagnes, les grottes, enfin vraiment toutes les entités naturelles non humaines. Et mon rapport à la Terre, c'est que moi je pense que notre biosphère est un réseau, une sorte de trame, de maillage, où tout est enchevêtré, tout est interconnecté, et que l'humain fait partie, au même titre que les autres entités, de ce maillage, et que moi, ma question, c'est de comment trouver notre place
au sein de ce maillage, de cette multiplicité d'interconnexions, d'être au plus juste, mais comment habiter notre monde au plus juste, de manière la plus sensible, la moins destructrice, et la plus en phase avec l'ensemble des entités vivantes et non vivantes de notre biosphère. La photographie, elle m'a construit dès mon plus jeune âge. Donc à travers cet oncle qui m'a ouvert à la photographie et qui m'a appris la photographie, ça m'a construit dans mon identité d'artiste. C'est ça qui m'a donné envie d'être artiste, tout simplement, en fait. Et ensuite, maintenant, je crois que c'est ça qui me sert, au sens propre du terme, qui me sert de médium dans mon rapport au monde. Quand je parle de médium, c'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, alors je parle de mon identité d'artiste, je crois que je vais de plus en plus vers quelque chose qui serait de me penser en tant que intercesseur, médiateur, médium entre justement la nature, ou plutôt les entités naturelles et les entités humaines, les humains. En tant qu'artiste, je crois que je me positionne de plus en plus dans ce rôle de passeur de frontières, passeur de monde entre les mondes, et visible et invisible, monde de l'art et de la science, voilà, entre les mondes. Et pour moi, la photographie est le médium au sens où c'est du médium, mais du médium, le principe qui connecte en fait les mondes, justement. Mais j'ai l'impression que sur ces questions justement environnementales et sociétales, en tout cas tout ce qui est lié aux questions de l'écologie, c'est fondamental parce que on a besoin de sensible, de revenir à la question de nous rapporter au monde de manière sensible. Pour moi, on est une société qui a été coupée du sensible et coupée du monde. On sait le principe d'une ontologie ou d'une cosmovision naturaliste qui est la cosmovision des Occidentaux. C'est de penser que seuls les humains ont une conscience ou seraient doués d'une intériorité. Et donc, à partir de là, on ne va considérer comme sujet que les humains, et encore. On est quand même dans une société très capitaliste qui considère les humains comme des ressources et des objets, mais on va aussi considérer tout ce qui est non humain comme des objets. Et à partir de là, pour moi, c'est tout le problème de notre société et de destruction du monde. Et revenir à quelque chose de l'ordre du sensible, pour moi, permettrait notamment de se reconnecter au monde. Donc pour moi, l'art permet ça. Cette reconnexion.